Les Chiliens ont rejeté massivement la proposition de nouvelle constitution par référendum. Chile, where voters have overwhelmingly rejected a progressive new constitution in a referendum. 62% voted against the new text that was to replace the constitution. Le projet de nouvelle constitution a été largement rejeté dans les urnes. Quand on est porteur de nouvelle constitution, d'assemblée constituante, il faut avoir en tête que c'est jamais neutre politiquement. Les Chiliens ont massivement rejeté le projet de loi fondamentale rédigé par l'Assemblée constituante. Ce projet de constitution, il représentait un virage à 180 degrés pour le pays, ni plus ni moins. Le Chili a besoin de changement, mais il n'a pas besoin de communisme. Et c'est ce que ce texte voulait imposer. Il créait l'inégalité et la division au Chili. Ça surprend parce que 78% des électeurs il y a 2 ans étaient pour réécrire la Constitution. Donc ça nous dit un état de la situation réelle du rapport de force politique et social au Chili. Alors au Chili vient de se dérouler une consultation, un référendum qui en fait posait la question à toutes les Chiliennes et les Chiliens de savoir s'ils acceptaient ou s'ils rejetaient un projet de nouvelle constitution pour le pays. C'est un vote qui intervenait après un long processus d'élaboration du texte, d'élection d'une convention constitutionnelle avec 155 représentants élus directement par la population de manière paritaire pour, en quelque sorte, en terminer avec l'actuel qui date de 1980, de l'époque du régime d'Augusto Pinochet. Et donc, on demandait aux Chiliens de se prononcer à la fin sur la proposition de texte. Et le résultat est sans appel, c'est un non, c'est un rejet, en espagnol rechazo, qui était déjà à peu près lisible depuis plusieurs semaines et plusieurs mois dans les enquêtes d'opinion, mais c'est l'ampleur du résultat qui est le fait nouveau. C'est un rejet par 62% des votes, contre 38% au oui, mais surtout avec une participation de plus de 85% des Chiliens. C'est historique. Jamais il y a eu un vote aussi important. Alors, c'est lié au fait d'ailleurs qu'il y avait un nouveau dispositif de vote obligatoire. Les gens étaient directement inscrits par leurs applications et par voie électronique, donc c'était très facile de voter. Alors ce projet de constitution a innové tous azimuts, peut-être trop. Pour la société chilienne, en réalité. C'était un texte qui était à la fin assez compliqué, complexe, 388 articles, très épais, beaucoup d'innovations, enfin une foultitude de choses à la pointe, en réalité, des revendications de beaucoup de mouvements citoyens dans le monde. Parmi les innovations qu'il y avait dans ce texte, alors il y en avait à différents niveaux. On va commencer avec justement le niveau politique, si je puis dire. Ce texte proposait, par exemple, la suppression du Sénat et du tribunal constitutionnel chilien. À la fin, une proposition est revenue pour une nouvelle chambre qui venait remplacer le Sénat, mais qui n'a pas vraiment fait consensus, et surtout pas au sein des partis politiques chiliens qui, eux, veulent garder le Sénat. Il y avait d'autres blocs de propositions dans cette constitution sur les questions dites sociétales, assez largement. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait le droit à l'avortement, qui n'existe pas au Chili, il faut le rappeler, sauf en cas de viol ou de fœtus inviable ou de mise en danger. Il y avait aussi le mariage homosexuels. Il y avait un bloc qui était lié aux populations dites autochtones. Il faut préciser que le Chili est un pays où les populations dites autochtones, les peuples originaires, représentent environ 10 à 12% de la population. Et donc, il était question que dans le préambule, dans le premier article de la Constitution, soit défini l'État chilien comme plurinational. Il y avait aussi des nouveautés qui, pour résumer et schématiser, rééquilibraient le rôle de l'État dans l'économie, c'est-à-dire que la constitution de Pinochet, en quelque sorte, quasiment interdisait l'intervention de l'État dans l'économie. En clair, tout est privé au Chili, l'éducation, la santé, les transports, l'énergie, mais aussi l'accès aux ressources naturelles comme l'eau, par exemple. Et là, on remodifiait les choses pour permettre à l'État de pouvoir prendre en charge des services publics fondamentaux, santé, éducation, etc., etc. Alors, il faut comprendre comment la contestation face à certaines innovations en termes de droits individuels et collectifs prévus par cette Constitution a grossi au point de devenir ultra-majoritaire. On peut prendre 2-3 exemples. La question indigène. Le Chili, depuis le 19e siècle, depuis qu'il est devenu un État-nation, il y a un conflit entre l'État chilien et les Mapuches,
qui veulent en fait que soit reconnu leur statut de population originaire. La gauche est traditionnellement en faveur de la reconnaissance de ces droits indiens sur leurs terres, et donc ça s'est traduit par le fait que dans la Constitution, on a avancé ce concept qui est déjà expérimenté en Bolivie et en Équateur de plurinationalité. Ça veut dire que l'État et la société a plusieurs nations en son sein. Ce sujet-là, par exemple, a été chevauché par la droite pour en faire quelque chose d'autre, en disant si l'État est plurinational, ça veut dire que le droit des Indiens il sera aussi important et même plus important que vos droits à vous. Je ne veux pas d'un État plurinational. Je veux que le drapeau ait une seule étoile. Je veux que le droit à la vie soit respecté, tout comme les retraites, les droits des citoyens. Sur les droits liés aux questions de propriété, sur le renouvellement de l'approche de l'État, etc., ça a été transformé par des campagnes qui ont dit voilà, avec cette campagne, vous allez avoir Cuba, vous aurez le Venezuela, vous aurez l'Union soviétique. C'est exactement ça la campagne qu'a fait la droite et qui a fonctionné dans ce contexte un peu de malinformation ou de désinformation, parfois de fake news. Sur l'avortement, je vous donne un exemple qui est véridique. Dans toutes les messes du dimanche qui a précédé le vote, dans les églises, les curés disaient aux gens, en lisant les amendements et les propositions, les articles de la Constitution, qu'il fallait voter contre, parce qu'elle permettait l'avortement, elle permettait le mariage homosexuel. Tout ça, évidemment, a eu un impact sur une population qui est très croyante. Pour cette nouvelle Constitution, on a vu la loi des référendums, d'une manière générale. Lorsqu'il y a un référendum, les gens votent 2 fois quand ils votent. Ils votent pour répondre éventuellement à la question qui est posée, mais ils votent aussi pour donner leur humeur générale sur leur gouvernement, leur système politique, le moment dans lequel la société est. Et finalement, un référendum va cristalliser en général tous les mécontentements. Et c'est ce qui vient de se passer encore une fois au Chili. Il est clair qu'on a entendu dans ce vote avec 85% de participation, un petit peu la majorité silencieuse chilienne. Ces dernières années, beaucoup des mouvements sociaux se sont organisés et ont animé le devant de la scène politique et sociale chilienne, aboutissant à l'élection de Gabriel Boric, qui lui-même était un fervent promoteur et qui revendiquait depuis toujours cette fameuse constitution qui était une des demandes essentielles du mouvement de contestation de 2019, auquel il participait lui-même individuellement. C'est le gouvernement précédent de Sébastien Piñera, de droite, qui, acculé face à ce mouvement de la rue, a accepté, a concédé en fait l'organisation de cette convention constitutionnelle, puis de ce référendum, etc., etc. Mais en fait, pendant tout ce temps-là, il y avait une majorité, une bonne partie des Chiliens, de droite, plutôt de droite et même d'extrême droite, qui en fait ont boudé tout cela, qui n'ont pas été votés ou peu votés lors des échéances précédentes. Tout cela ont voté le 4 septembre. Cela nous indique que le Chili reste un pays où les conservatismes sont nombreux. Certaines actualités politiques et sociales, comme les questions d'insécurité, etc., ont animé et alimenté, disons, une campagne qui s'est cristallisée donc, sur ce rejet. Eh bien, au final, ce projet, il a contrarié beaucoup trop de monde. Il a contrarié l'industrie minière, l'agro-industrie, mais aussi l'Église catholique, extrêmement puissante dans le pays. Donc, ça nous dit aussi quelque chose sur cette fameuse gauche qui revient au pouvoir au Chili ou ailleurs en Amérique latine. Attention, elle revient, oui, mais elle ne revient pas avec une hégémonie totale, elle ne revient pas dans des pays où elle domine la scène de fond en comble. Non, elle arrive dans des pays où les situations politiques et sociales sont très fragmentées, très radicalisées, avec surtout une défiance profonde des populations pour les systèmes politiques et qui a pu voter pour Gabriel Boric, pas par adhésion ni à son programme, ni à ses réformes sociales, ni même à ce processus de constituante, mais parce qu'il ne voulait pas surtout une menace qui était jugée plus imminente, qui était José Antonio Cast, l'héritier de Pinochet, justement. Lorsqu'est venu le moment de demander est-ce que vous voulez cette nouvelle constitution, eh bien cette majorité a réémergé en quelque sorte et a sanctionné la chose. Boric, il se trouve que c'est un animateur du mouvement social et qu'aujourd'hui il est président, mais c'est un an plus tard. Il est lui-même le produit de tout cela, c'est évident, mais c'est pas de sa faute directement qu'il y a eu un vote non. Mais il est clair que, par ailleurs, ce processus-là, aujourd'hui, est mal en point. Et c'est là où la droite a été intelligente, parce qu'elle n'a pas fait campagne pour dire « nous ne voulons pas d'une nouvelle constitution, nous ne sommes pas les héritiers de Pinochet ». Voilà ce qu'ils ont dit, la droite. Ce qui est tout à fait nouveau aussi, quand on s'intéresse au monde de la droite chilienne. Une bonne partie de la droite a dit « non, non, on est d'accord, il faut une autre constitution, mais pas celle-là ». Parce que celle-là, c'est une constitution qui va dégénérer
tous les partis politiques disent qu'ils veulent une nouvelle constitution, alors chiche, retrouvons les moyens de rebondir après cet échec et de relancer une dynamique, un processus qui permette de reproposer aux Chiliens dans quelques temps un nouveau texte. Et c'est la phase dans laquelle on vient d'entrer au soir du 4 septembre 2022 au Chili. Je m'engage à faire tout mon possible pour construire, avec le Parlement et la société civile, un nouvel itinéraire constituant. Il nous fournira un texte qui, en tenant compte des leçons tirées du processus, parviendra à interpréter les opinions d'une large majorité de citoyens. Quand on est porteur d'une proposition de nouvelle constitution, d'assemblée constituante, et c'est dans beaucoup de pays le cas, comme en France, il y a des gens qui proposent ça sur le plan politique, il faut avoir en tête que c'est jamais neutre politiquement. C'est-à-dire qu'en fait, une constituante ou un débat constituant, il est toujours imprégné d'un rapport de force du moment. Et le rapport gauche-droite, conservateur-progressiste, il va largement impacter, en quelque sorte, les contours des débats et les résultats de la constituante. Donc, il vaut mieux, si on veut porter ça, d'être sûr qu'on est dans un moment, dans une configuration où la corrélation des forces va permettre, en quelque sorte, que les résultats attendus de la Constitution soient bien meilleurs que ceux que vous espériez dans l'ancienne et pas pire. Lorsque vous avez une constituante qui ne reflète pas réellement les véritables équilibres politiques et sociaux de la société, vous avez forcément des déséquilibres qui se créent dans la proposition finale. Le cas qui nous intéresse chilien, qu'est-ce que c'est ? C'est une constituante qui a été élue avec une majorité de candidats indépendants, c'est-à-dire des citoyens et des citoyennes de manière paritaire, 155, avec une proportion donnée de fait aux populations indigènes indépendamment de leur poids démographique et politique. On leur a donné 17 sièges dans cette assemblée, quoi qu'il arrive et quoi qu'il représente. Résultat, on a eu une assemblée où il y avait un concentré des éléments, j'ai envie de dire, les plus à gauche et les plus progressistes d'un certain mouvement social, d'une certaine partie de la population chilienne qui se sont retrouvés là, mais de manière, j'ai envie de dire, avantageusement proportionnée par rapport à la réalité sociologique du pays et politique. Et donc, ça a donné un texte qui, bien sûr, a penché de manière, j'ai envie de dire, presque chimiquement pure vers le programme idéal ou la vision, en tout cas, portée par ces secteurs-là, mais qui s'est confronté au mur du réel sociologique et politique de l'extérieur. Si on a, comme ça, des assemblées qui ne sont pas réellement, représentatives, et c'est là où il y a la contradiction de tout cet espace social et politique, alors on peut rentrer dans des processus qui aboutissent à l'échec dont on a parlé. Je lance un appel honnête à toutes les forces politiques pour qu'elles fassent passer le Chili avant toute différence légitime et qu'elles se mettent d'accord dès que possible sur les délais et les contours d'un nouveau processus constituant. Et là aussi, pourquoi Boric cherche un pacte avec tous les partis ? Parce que ou bien tous les partis politiques, y compris ceux de la droite, participent au processus et donc il y aura finalement une assemblée constituante où le poids des partis traditionnels qui ont été honnis, rejetés par le mouvement social, etc., sera certainement plus important dans le futur processus que ce ne fut le cas lors de cette convention constitutionnelle. Et donc, c'est finalement la politique traditionnelle qui pourrait revenir aux avant-postes pour gérer la sortie de cette crise politique dans les mois à venir au Chili. Et c'est évidemment une autre contradiction qu'on doit observer et qui est un enseignement en tant que tel pour réfléchir à toutes ces questions-là.